Le Bénin a levé l'interdiction sur l'embarquement du pétrole nigérien, du moins c'est provisoirement. Nous en parlerons sur Actu et Débat de ce jour, Actu et Débat de ce jeudi qui s'ouvre avec également au compteur deux autres sujets. Il sera question des élections à la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication HAC. Et sur le continent, bien évidemment, nous évoquerons la candidature du président du PPACI, Laurent Gbagbo, candidature à la présidentielle de 2025. En studio, Alphonse Moïse Soudé, journaliste, et Distel Amoussou, consultant média. Chers invités, bonsoir. Bonsoir, Bruce Bilaïki. Et bienvenue sur Actu et Débat. C'est un devoir. Bonsoir aux amis auditeurs de Radio Cotonou. Merci de vous installer. Dans le cadre de ce projet, le Bénin et le Niger ont signé un accord appelé accord bilatéral qui fixe les conditions générales qui présideront à la construction et à l'exploitation du pipeline sur les territoires du Niger et du Bénin. Selon les dispositions de l'article 3.1 de l'accord bilatéral, le droit de transit du pétrole brut en provenance du territoire nigérien sur le territoire béninois est octroyé à l'État du Niger et c'est en vertu de ce droit que tous les autres accords et instruments juridiques ont été mis en place. Conformément à l'esprit de l'accord, l'État du Niger et l'État du Bénin sont tous garants de la jouissance à travers le système de transport du droit de transit octroyé à l'État du Niger par les expéditeurs du pétrole brut en provenance du Niger. Nous avons donc décidé d'autoriser le chargement du premier navire qui mouille dans nos eaux, c'est-à-dire donc que le Bénin n'a aucune intention de nuire ni aux intérêts de l'État du Niger, ni à ceux de notre partenaire commun, la CNPC, CNODC, Maison Mère de WAPCO. Toutefois, il est important de noter que cette autorisation ponctuelle et provisoire, telle que mentionnée dans la lettre de la douane nigérienne, ne saurait être érigée en règle de conduite pour l'exploitation normale du pipeline qui doit se faire dans un cadre normal de relations entre États. Aussi, voudrais-je vous annoncer qu'en vertu des articles 21 et 22 de l'accord bilatéral et de l'article 10.4 de l'accord du gouvernement hôte, la société WAPCO a sollicité la tenue de la réunion du comité inter-État Bénin-Niger de pilotage du projet aux fins d'examiner les sujets urgents liés à la bonne conduite des opérations d'exploitation du pipeline. Le ministre béninois des Mines, à l'instant, lors du point de presse conjointement animé avec le représentant de la délégation chinoise en mission au Bénin. Alors, chers invités, à nouveau bonsoir. L'embargo sur l'embarquement du pétrole nigérien levé, Distel Amoussou, prévisible comme décision au regard des échanges en début de semaine entre Cotonou et Niamey? Évidemment, parce que nous avons affaire à deux républiques, deux nations modernes, qui ne peuvent agir et fonctionner en relationnel sur de l'informel. Et lorsqu'on fait un petit retour au discours, à la déclaration du président Patrice Talon, qui annonçait, n'est-ce pas, la décision du Bénin de bloquer le chargement, le premier chargement du premier navire qui mouille dans nos eaux, il disait que c'était une clé pour appeler à la normalisation, pour appeler à la pratique, n'est-ce pas, normale des relations économiques entre deux États modernes. Et nous étions là lorsque la douane nigérienne s'est avisée et a donc décidé de formaliser, n'est-ce pas, ses relations avec la douane béninoise en adressant une correspondance aux fins de travaux techniques pouvant conduire au chargement du navire. Face à ce pas, le gouvernement de mon pays a décidé alors de dire, eh bien voilà, c'est ce que cela devrait être. Il ne revenait pas aux partenaires chinois, n'est-ce pas, de nous informer de ce qui se fait sur notre territoire entre les trois parties. Et donc, le Bénin a décidé,
après ce pas, de répondre favorablement à la correspondance de la douane nigérienne et donc le premier chargement, n'est-ce pas, du navire qui mouille dans nos eaux a été donc ordonné. Est-ce que vous, personnellement, attendiez cette décision-là? Au regard des échanges de propos entre Cotonou et Niamey, le chef de l'État s'est exprimé sur le sujet. À la suite, le Premier ministre nigérien a fait une conférence de presse. Est-ce que, personnellement, vous attendiez à cette lucarne dans cette crise? Lorsqu'on a affaire à deux pays frères qui ne sauraient changer d'adresse, liés par un destin commun, lorsqu'on a affaire à deux États modernes et lorsqu'on a affaire à des dirigeants, à des autorités responsables, eh bien, on devrait s'attendre à ce que, à tout moment, nous puissions nous asseoir, nous parler et nous écouter. Car nous avons affaire à deux peuples entremêlés, deux peuples liés par l'histoire, deux peuples liés par la géographie et deux peuples qui n'ont pas choisi leurs parents, mais qui sont frères. À partir de ce moment-là, je dis, il n'y a même pas de surprise, c'est ce qui devrait être. Et donc, il est à saluer que, enfin, les autorités nigériennes puissent entendre raison et se dire que aucune relation économique ne peut se baser sur l'informel. Il était donc question, n'est-ce pas, de trouver cette clé-là pour les amener à faire les choses comme cela se devait au-delà, n'est-ce pas, des récriminations, au-delà des fâcheries, au-delà de tout ce qu'il y a eu comme incident précédent. Voyez-vous, lorsque nous sommes des frères, lorsque nous sommes des nations, lorsque nous sommes en rapport économique, en relation économique, eh bien, il y a des formules qu'il faut, n'est-ce pas, respecter. C'est arrivé et c'est pour le bonheur des deux pays, c'est pour le bonheur de l'économie des deux pays et cela s'entend pour le bonheur des deux peuples. Pas de surprise également dans l'annonce de cette décision. Alphonse Moïse Soudé, comment l'aviez-vous accueilli? Non, moi je dis ça fait le bonheur des peuples. J'ai toujours dit que les hommes politiques, les hommes qui sont dans les affaires économiques ne devraient pas a priori associer le peuple à leur guéguerre. Bon, je dis je suis heureux parce que j'ai vu enfin un ministre se retrouver dans son rôle. Il y a longtemps que nous avons vu cela sous cette République. Le ministre Samadambi s'est retrouvé dans son rôle, a joué le rôle qui est le sien. C'est déjà heureux. Mais je dis, moi c'est le groupe de mots ponctuel et provisoire. Ça veut dire que nous ne sommes pas satisfaits. Qu'est-ce que le Bénin a gagné avant de lever la mesure? Moi c'est ce qui m'intéresse. C'est pourquoi on a dit ponctuel et provisoire, parce que quand vous suivez un peu le discours des Nigériens, ils ont dit le Bénin, on s'en fout, que la Chine prenne ses responsabilités. Les Nigériens étaient à la limite dans les envolées lyriques. Bon, ils sont allés un peu trop loin en disant nous on s'en fout, que le Bénin nous interdise. Bon, les Chinois, ils ont investi beaucoup dans ce projet. Il revient aux Chinois de prendre leurs responsabilités. Et je dis, la Chine n'est pas une petite nation avec laquelle il faut jouer. La Chine a mis beaucoup de milliards dans ce projet et il faut qu'on fasse attention. Donc j'ai dit, pourquoi c'est ponctuel, pourquoi c'est provisoire? Ça veut dire que le Bénin attend de l'État nigérien une certaine réaction. Parce que le Niger a dit que nous avons sur notre territoire une base française qu'on pourrait attaquer le Niger à partir du Bénin. Donc je crois qu'il faudrait que le Niger, comme l'ont demandé certains, prouve que c'est vrai. Est-ce qu'on peut partir de cela pour
refusé d'ouvrir les frontières. Aujourd'hui, peut-être que le Bénin a montré une partie de sa bonne foi. C'est pourquoi on parle de provisoire ponctuel. Si dans les jours à venir, on ne voit pas une volonté de l'État nigérien, on pourrait faire. Mais je dis, au-delà des États, il faut qu'on pense un peu, parce qu'il y a des gens qui vivent d'un certain nombre d'activités économiques. Et puis depuis qu'on a bloqué les frontières, que ce soit les commerçants nigériens, que ce soit les commerçants béninois, tout le monde en souffre. Tout le monde en souffre, et vous allez voir que les produits ont pris de la valeur. Donc je voudrais qu'au-delà des partis politiques, non, les partis politiques n'ont pas pour rôle d'envenimer les débats. Maintenant que le chef de l'État, le gouvernement béninois a levé de façon ponctuelle et provisoire, je voudrais que ces mêmes partis politiques qui avaient fait la gorge chaude reviennent pour délivrer encore un message au peuple. C'est ça la réalité. Parce que, bon, on en a fait une récupération politique, il faut le dire, que ce soit de la mouvance ou de l'opposition. Chacun en a fait une récupération politique. Et je disais en son temps, ce n'est pas la peine. C'est le Bénin et le Niger, nous avons des relations séculaires. Il y a des Béninois, moi je le dis toujours, j'ai dans ma famille mes frères et sœurs, même père, même mère, qui sont nés au Niger, qui ont la nationalité nigérienne, qui ont étudié au Niger. Donc il faut qu'on fasse attention. On ne choisit pas son voisin. Le voisin s'impose à vous. Vous ne pouvez pas dire à votre voisin, dégage, va ailleurs, je vais faire venir un autre. Donc je voudrais qu'au niveau des États, avant toute prise de décision, qu'on pense d'abord à l'intérêt des peuples. Parce que les responsables ne souffrent pas, ils trouveront les moyens de s'offrir une belle vie, mais ceux qui vivent des activités ayant rapport aux deux pays, ils vont souffrir. Donc, à partir de cette mesure provisoire, il faut qu'on évolue dans le dialogue, parce que l'Union islamique du Bénin a prôné le dialogue et s'est même proposé de jouer à la médiation avec l'association Sœurs du Niger. Donc là où nous sommes, ce n'est plus le bavardage, ce n'est plus les critiques, ce n'est plus accuser l'un et l'autre, mais il faut qu'on aille au dialogue pour que les choses aillent vite, pour que quand ça ne soit plus ponctuel et provisoire, et que les activités économiques, parce que cette exploitation, ça crée de l'emploi. Ça crée de l'emploi, et dès qu'on suspend ça, il y a des personnes qui se retrouvent à la maison alors qu'ils ont des familles à nourrir. Est-ce qu'avec la prise de cette décision d'Estelle Amoussou, on pourra dire que le problème n'était pas béninois, comme le chef de l'État l'a si bien dit? Alors, mon ami Soudé a posé une question. Qu'est-ce que le Bénin a gagné avant, n'est-ce pas, l'autorisation de ce premier chargement? Cela revient certainement à dire quelles sont les avancées dans ce bras de fer. Il y a eu 3 points essentiels qu'on pourrait inscrire au registre des avancées. Il y a que 1, le Bénin a réaffirmé sa souveraineté. 2, il y a que le Bénin a réaffirmé son respect pour ses engagements. Et 3e point, il y a eu que la partie nigérienne a entendu raison. Et je m'explique. Le chef de l'État, dans sa déclaration au blocage donc du chargement, a dit: le Bénin n'a pas l'intention de nuire économiquement ou de quelque manière que ce soit au Niger, au peuple frère du Niger. Il revient simplement aux autorités de nous saisir de ce qui se mène comme activité dans ce secteur pour ce projet, de quitter les pratiques informelles pour une formalisation. Et donc, la douane nigérienne a saisi officiellement la douane béninoise. C'est une avancée notable qui nous sort du registre de l'informel. Et c'est partant de cela, c'est partant de là du moins que le gouvernement du Bénin a autorisé cette rencontre-là, qui s'est tenue d'ailleurs aujourd'hui, qui va se poursuivre. Et voyez-vous, entre les douanes nigériennes et béninoises. Donc nous avons quitté le cadre informel. Ça veut dire que le Bénin a eu gain de cause déjà sur ce point-là. Et le président de la République n'en demandait pas plus. Maintenant, il y a de l'amalgame qui se fait. Et j'ai noté ça également tout à l'heure dans l'intervention de mon ami
Soudé, Moïse Soudé, nous faisons de l'extension entre le cas de la gestion du projet pipeline et la fermeture des frontières entre le Bénin et le Niger. De l'extension, c'est-à-dire? C'est-à-dire que nous mettons la gestion du pipeline qui impose et exige une normalisation, une formalisation à la fermeture de la frontière du Niger. Ça ne devrait pas être le cas. Est-ce que vous voyez? Aujourd'hui, les informations nous renseignent que les deux nations sont disposées, les deux États sont disposés, après la rencontre des deux douanes, d'avoir dans les prochains jours un comité, n'est-ce pas, au haut niveau, c'est-à-dire la rencontre entre les deux autorités du Bénin et du Niger. Et lorsque vous suivez bien la déclaration du ministre Adambi, le ministre des Mines, c'est les deux points essentiels de sa déclaration. La douane nigérienne a saisi la douane béninoise officiellement au fait de. Le Bénin a autorisé cette rencontre. Et la visite, n'est-ce pas, de la troisième partie, la partie chinoise, la société mère de WAPCO, qui ont sollicité, donc les trois parties ont sollicité une rencontre au haut niveau. Peut-être qu'au cours de cette rencontre, on aura à développer tous les points qui fâchent et qui sont en instance. Et un instant, je crois qu'est-ce qui a amené à bloquer l'embarquement? Qu'est-ce qui a amené le Bénin à bloquer? Le président, je vous explique. Parce que quand vous suivez, moi je ne suis pas de la presse gouvernementale, je ne suis pas de la mouvance, mais vous allez constater que c'est une façon de mettre la pression sur le Niger pour ouvrir la frontière. Et le Niger disait que je n'ouvrirai pas la frontière avant 2026. Ça, on voudrait, sinon, dans la gestion du pipeline. Une façon de mettre dans la pression sur le Niger. Dans la gestion du pipeline, oui. Quelle est la faute commise par le Niger qui a amené le Bénin à bloquer l'embarquement? Je voudrais savoir. Alors, je vous l'explique. Vous posez la question à Distel, oui? Non, parce que moi, je n'ai pas vu quel comportement le Niger a eu vis-à-vis de la gestion du pipeline. Est-ce que j'ai la parole? Oui, pour qu'on se lève de façon délibérée pour dire qu'on bloque l'embarquement. Allez-y, Distel Amoussou. Alors, c'est ça que je vous explique. Le chef de l'État, le président Patrice Talon, a dit « Nous ne pouvons pas gérer ce projet-là de façon informelle. » Que des officiels du Niger soient sur le territoire béninois et soient à Sémé sans que l'État béninois, le gouvernement, ne soit informé. Avec les frontières toujours fermées. Avec les frontières du Niger toujours fermées. Et c'est donc partant de ce constat que le chef de l'État a bloqué l'embarquement du premier navire. Maintenant, et a demandé que les choses se formalisent et que nous quittons l'informel pour le formel. Le formel. La réunion annoncée aura toujours lieu. Alors, et partant de ce fait, de ce blocage, la douane nigérienne a saisi maintenant officiellement la douane béninoise. Mais le Bénin n'en demandait pas plus. Donc, c'est ça qui a bloqué, c'est ça qui a mené, c'est cette raison qui a mené le Bénin à bloquer l'embarquement. Je crois que mon ami Soudé... Non, on a vu sur les réseaux sociaux... moi, je n'opine pas par rapport aux réseaux sociaux. La correspondance... Laissez-le y aller, s'il vous plaît, du Niger. Je suis d'accord que la douane nigérienne a adressé une correspondance à la douane béninoise. Moi, j'attends de voir la réponse du Bénin. Mais le Bénin a accordé une réponse. J'attends de lire. Je n'ai pas encore lu là. Je ne parle pas. Vous savez, quand on vous adresse une correspondance, vous ne répondez pas à une correspondance. J'attends que la douane béninoise réponde à la douane nigérienne. Je ne prends pas en considération... les propos du ministre? Non, pas les propos du ministre. C'est-à-dire que ce que la douane a demandé, on devait lui accorder par une réponse. C'est ça dans les relations administratives. Mais je n'ai pas encore lu, moi personnellement, je n'ai pas encore lu cette réponse
réponse. Est-ce que c'est parce que la douane... Vous êtes destinataire de ce courrier ou bien vous attendez à lire ça sur les réseaux sociaux? Non, écoutez... Parce que vous m'avez dit maintenant que vous venez de nous dire là. C'est là que c'est sur les réseaux sociaux que j'ai vu le courrier. Quel courrier? Lequel? C'est celui de la douane nigérienne. Alors, le Bénin ne fonctionne pas sur les réseaux sociaux. Écoutez, le Bénin, c'est un État. Et l'administration ne saurait se transposer. Je suis désolé. L'administration ne saurait. On va laisser Gisela Mousso. Je suis désolé de dire qu'aujourd'hui, la plupart des correspondances que les gens envoient, il y a des correspondances officielles que nous recevons par WhatsApp. Ce n'est pas normal, mais malheureusement... Mais pourtant, Alphonse Moïse Soudé, c'est la lettre de la douane nigérienne qui a changé les choses aujourd'hui. Non, il ne faut pas dire ça. Ah bon? Il ne faut pas dire ça. Il faut dire... Les Chinois sont arrivés. Ce qui a été fait underground, vous et moi, nous ne savons pas. Ce qui a été fait underground, avant qu'on ne fasse ce point de presse, nous ne savons pas. C'est trop facile de dire que c'est suite à la lettre des douanes nigériennes qu'il y a eu la sortie du ministre. Et pourquoi il fait le point de presse en compagnie du responsable de WAPO? Savoir quoi? Donc je dis, au-delà, parce que nous avons bloqué l'embarquement pour forcer la mer à l'État nigérien pour ouvrir les frontières. Et c'est pourquoi, quand j'ai suivi les déclarations du Premier ministre nigérien, il dit, mais nous, on s'en fout. On attend que Vous pensez qu'il y a toujours des zones d'ombre? Moi, c'est pourquoi je voulais savoir quel est le rapport entre... dans la gestion, l'accord signé pour la gestion du pipeline, est-ce que le Niger a enfreint à un principe établi pour que le Bénin se décide à bloquer l'embarquement? Oui. Je voudrais savoir. Oui. Et c'est cette réponse que je vous donne. Oui. Il y a eu principalement 3 accords dans ce projet. 3, contrairement aux allégations du Premier ministre du Niger, qui parle d'une dizaine d'accords. Je le mets au défi. Vous ne le verrez pas. Je le mets au défi de rendre public cette dizaine d'accords dont il parle. Voyez-vous? Et je dis, le Niger enfreint à l'accord signé entre le Bénin et l'autre, le Niger. En quoi faisant? En envoyant des équipes, tout en gardant sa frontière fermée, en envoyant des équipes au Bénin sur le site, dans le dos du gouvernement béninois. Mais Gisela Mousso, la réunion annoncée après l'ouverture temporaire aura lieu à Cotonou. Déjà, avec la frontière ouverte ou fermée? Les 2 douanes se sont déjà vues. À Cotonou ou à Niamey? À Cotonou. Avec la frontière toujours fermée. À Sémé, se sont déjà vus. C'est pour ça que je dis, il ne serait pas judicieux de faire l'amalgame entre la gestion du pipeline et la fermeture de la frontière du Niger. Parce que lorsque nous allons entremêler ces 2 informations, nous n'aurons pas suffisamment de clarté par rapport à la compréhension du dossier pipeline. J'ai dit, le chef de l'État, le président de la République du Bénin, le président Patrice Talon a dit, quittons la gestion informelle du dossier pipeline et faisons les choses normalement. Et donc, c'est partant de là, après le blocage du premier chargement, que la douane nigérienne a saisi la douane béninoise. Et ce que je dis est contenu dans la déclaration du ministre Adambi, le ministre des Mines et de l'Énergie. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, pour que cela ne subvienne plus, pour que le fonctionnement soit complètement normalisé, que les 3 parties, la Chine, le Bénin et le Niger, puissent respecter rigoureusement les clauses des différents accords, une rencontre au sommet est programmée à la suite, n'est-ce pas, de la rencontre des douaniers qui sont supposés, de cette rencontre qui est supposée être une rencontre technique entre des acteurs techniques que sont les douaniers. Est-ce que vous voyez ce que je dis? Maintenant, j'insiste à dire que
c'est certainement au cours de la rencontre au sommet que d'autres sujets qui fâchent pourraient être évoqués. C'est quand même très simple de mon point de vue. Alors, nous allons avancer dans le débat. Alphonse Moïse Soulé, Distel Amoussou, malgré cette levée temporaire de l'embargo, la crise, elle perdure. Alphonse Moïse Soulé, quelles sont vos propositions pour le retour à la normale des relations entre le Niger et le Bénin? Non, écoutez, la rencontre aura lieu et selon ce que j'ai entendu, les exigences du Bénin les exigences du Niger seront étudiées. Le Bénin est un État souverain, le Niger est un État souverain. Il y a parce que quand vous écoutez un peu les Nigériens, l'argumentaire développé, c'est la présence d'une base militaire sur le territoire béninois. Et puis bon, ils disent tant qu'il y aura une base, ils soupçonneraient que sur le territoire béninois, il y a une base, celle qu'on a dégagée du Mali et ainsi de suite. Bon, on va étudier, ils vont apporter des preuves, ils ont certainement ils ont leur service de renseignement, parce que c'est sur cette base-là qu'ils disent qu'ils ne se sentent pas en sécurité pour des raisons de sécurité. Ouvrir les frontières. Ouvrir les frontières. Bon, est-ce que le Bénin avait fermé sa frontière, le Niger a fermé, le Bénin a ouvert. Mais bon, quand ils vont discuter, je ne sais pas sur quelles informations se base l'État nigérien pour dire, encore que le Niger n'a pas à nous dire avec qui nous allons collaborer, puisque l'État béninois n'a pas demandé au Niger avec qui vous collaborez. Si le Niger choisit de collaborer avec la Chine, la Russie, c'est leur problème. Le Bénin est libre de choisir ses partenaires. Donc, il y a que, c'est pourquoi j'ai compris que dans le communiqué, on parle de façon ponctuelle et provisoire. Ça veut dire quoi? Que si le Niger n'accède pas aux différentes requêtes formulées par l'État béninois, basta, on reprend à zéro. Vos propositions pour une normalisation des relations? Il faut que chacun se voit dans le miroir. Il faut d'abord, parce que l'ouverture de la frontière qu'on a bloquée, ça ralentit les activités économiques. Et deux pays, nous sommes obligés d'avoir des rapports de bon voisinage. Et il faut détendre l'atmosphère. C'est pourquoi je dis, toutes les négociations ne se font pas sur la place publique. Et il faudrait que on sache raison garder, que ce soit le Niger, parce que je comprends qu'on fasse de action-réaction. Action-réaction, l'État nigérien parle, il y a des hommes politiques qui réagissent, après là-bas, les autres parlent. Il faut qu'on arrête, si tant est que nous sommes des pays frères, il faut maintenant, aller au-delà des discours. Maintenant, il faut aller au dialogue, parce que nous avons tout, et le Bénin, et le Niger, nous perdons, nous gagnons. Proposition pour une sortie de crise, normalisation des relations entre les deux pays. On va y aller rapidement, Distel Amoussou. Oui, le Bénin laisse ouvertes toutes ses portes et le gouvernement béninois, à travers son porte-parole, accorde des facilités à la junte militaire au pouvoir au Niger, de déployer tout ce qu'il y a de technique et performant aujourd'hui pour nous géolocaliser, n'est-ce pas, la base militaire française qu'on soupçonne. Et j'ai eu dit que le gouvernement nigérien se serait basé sur un reportage d'un confrère français, pour dire qu'il y a une base française militaire ici au Bénin. Maintenant, les portes du Bénin sont ouvertes pour les autorités sœurs et amies nigériennes, pour qu'elles viennent nous dire où se trouve cette base-là, enfin, pour qu'on sache. Non, on ne va pas spéculer, on ne va pas se baser sur des allégations. Je crois qu'il faudra dépasser les égos, il faudra dépasser les suspicions, et se parler franchement, s'écouter. Se parler franchement, poursuivre le dialogue. Merci. Voilà. Merci Distel Amoussou. Je voudrais rappeler aux amis auditeurs qu'ils sont sur Radio Cotonou 94.3 sur Actu et Débat. Actu et Débat.
Les professionnels des médias du Bénin, journalistes et techniciens, votent le 9 juin prochain pour choisir leurs représentants devant siéger au sein de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication. Le processus électoral lancé en mars dernier vient de franchir, Alphonse Moïse Soudé, l'étape des déclarations de candidature. Moi, j'ai été un peu embêté hier. J'ai entendu un discours qui m'a révolté. J'ai dit, mais c'est quoi ça? On dit, avant c'était un mandat non renouvelable. Maintenant, le gouvernement du président Patrice Talon a permis qu'on fasse le mandat. On dit, mais ceux qui sont là, ils ont déjà bouffé, qu'ils dégagent et qui permettent à d'autres journalistes de la corporation de venir bouffer. J'ai dit, mais est-ce que vous allez là-bas pour bouffer ou vous allez là-bas pour défendre une corporation? Moi, ça m'embête un peu que l'on tienne de pareils discours, que des professionnels du média train de pareils discours pour dire, bon, vous avez bouffé un mandat, quittez, les autres vont venir bouffer. Est-ce qu'on va là-bas pour bouffer? On va là-bas pour quand même travailler, pour que les conditions de travail et de vie des professionnels des médias s'améliorent. On va là-bas pour que nous ayons désormais une presse responsable, que les gens développent la conscience professionnelle. Ceux qui vont là-bas, qu'est-ce qu'ils proposent? Moi, je dis, quand vous écoutez les discours d'autres, certains ne sont même pas convaincants. On veut aller à la HAC parce qu'il faut aller à la HAC. Quand vous allez dans une institution, il faut apporter une plus-value. Moi, bon, j'ai dit, écoutez, ceux qui sont candidats, je leur souhaite bonne chance. Mais moi, je ne fais plus confiance à ceux qui vont là-bas. Parce que quand ils vont là-bas, ils deviennent parfois le bourreau de la presse. Ils deviennent le bourreau de la presse. Ils enfoncent davantage la presse. Moi, je dis, ceux qui veulent être candidats, je leur souhaite bonne chance. Ceux qui veulent voter pour eux, bonne chance à tout le monde. Dissel Amoussou. Alors, vous me mettez en difficulté. Moi, je vous le dis franchement parce que c'est une maison que j'ai acquise il y a maintenant plus de 20 ans. Et je ne me vois pas en train de montrer la maison de mon père du doigt. Sinon, on va me considérer comme, excusez du peu, un enfant bâtard. C'est dommage, je suis l'un des pères géniteurs de la HAC. C'est nous qui l'avions créé, pensé. Et je me rappelle qu'au cours de nos différentes rencontres, réunions, avant la création de cette institution, ce qu'est devenu, n'est-ce pas, la HAC, nous étions partis sur le principe d'une organisation loi 1901. Et paix à son âme, c'était l'un de nos doyens, Agbota, Sébastien, qui, au cours de l'une de nos réflexions, nous a dit, mais écoutez, nous aurons besoin de subventions, nous aurons besoin d'accompagnement. Si nous ne mettons pas des cadres du ministère de l'économie et des finances à l'époque dans le bureau, nous risquons de rencontrer des freins, des difficultés, n'est-ce pas, pour avoir des contacts, de la facilité aux subventions ou d'assistance financière. Et nous avons ouvert cette brèche. Et ça a été notre péché. La HAC est devenue ce qu'elle est aujourd'hui. Et pour moi, j'ai donné mon point de vue il y a plus d'une dizaine d'années par rapport à cette institution républicaine. Mais c'est une machine qui a échappé, n'est-ce pas, à la profession. C'est une machine qui est devenue politique. On va s'attarder, Dissel Amoussou, plutôt sur le processus électoral. Quelle appréciation faites-vous de ce processus à mi-chemin? Écoutez, à l'étape de la déclaration de candidature. Oui, si l'institution à laquelle on accède à travers un processus, de mon point de vue, ne représente plus grand-chose, ceux qui y vont et le processus, moi je dis, je me garde de faire des commentaires virulents, mais je dis, il va falloir repenser tout ceci. Il va falloir repenser tout cela et dire que l'objectif premier était, n'est-ce pas, de nous former, de faire de la régulation à notre propre sein. En fait, le rôle que joue aujourd'hui, de façon mi-figue, mi-raisin, l'ODEM, voyez-vous, c'est donc ce rôle qui était en fait dévolu à la HAC, mais qui a été pris d'assaut par les pouvoirs publics, qui a été pris d'assaut par les politiciens. Et je vois aujourd'hui, on fait de la campagne avec beaucoup d'argent, on fait de la mobilisation avec beaucoup de ressources. Je ne savais pas les journalistes aussi riches.
mais je les observe aujourd'hui et ils me démontrent qu'ils sont très riches. Donc, du coup, je dis bon vent, que ceux qui peuvent gagner gagnent et que moi, je vais continuer de regarder cette institution de très loin parce que ça fait plus de 25 ans que j'ai refusé, n'est-ce pas, d'aller présenter un dossier pour l'obtention d'une carte de presse délivrée par cette institution-là. Parce que je dis à la création, en mettant au monde cette institution, ce n'était pas le nom de baptême qu'on lui a donné. Cette institution n'était pas prédestinée à cela, n'est-ce pas? Et donc, du coup, c'est raté pour moi. Si on peut passer à autre chose, ça me ferait plaisir. Vous proposez qu'on change les choses aujourd'hui, qu'on réforme, qu'on révolutionne, qu'on sorte complètement, n'est-ce pas, le pouvoir public de cette affaire-là. C'est une affaire de professionnels. Parce que c'est dit dans le code de déontologie, hein, le journaliste, n'est-ce pas, ne se soumet qu'au tribunal de ses pairs. Le journaliste ne se soumet qu'au tribunal de ses pairs. Et quand je vois d'autres venir m'enseigner mon métier, mon job, je rigole, quoi. Alors, la HAC, pour cette fois-ci, a sollicité l'expertise de la Commission électorale nationale autonome dans l'organisation de ces élections. Alphonse Moïse Soulé, qu'est-ce qui n'a pas marché pour qu'on en arrive là? Vous savez, la relation incestueuse entre les politiques et les journalistes, c'est comme ça. J'ai suivi de loin la campagne, la dernière élection, mais je me dis, mais ces journalistes, où est-ce qu'ils trouvent l'argent? Vous ne pouvez pas imaginer qu'en pleine campagne, on invite des gens dans des restaurants, ils payent, vous mangez, et puis vous prenez les frais de déplacement. Le journaliste est-il si riche? Et quand vous écoutez, j'ai dit, les gens vont là-bas, ils vont là-bas pour le pécule, c'est qui tue la presse. On dit organe de régulation. On n'a pas dit il faut y têter la presse. On n'a pas dit il faut aller là-bas pour. Il faut que la profession soit révolutionnée. Parce qu'au départ, tout le monde se mirait dans la HAC. On était fiers de dire qu'on est journaliste béninois. Aujourd'hui, beaucoup refusent. Ils sont journalistes, ils disent je ne veux pas prendre de cas de presse parce que quand on voit comment ça se passe, on n'a pas. Vous savez, on se connaît tous, hein. On sait qui est bon journaliste, on sait qui est passable, on sait qui est médiocre, on sait qui est bon, on se connaît. Et est-ce qu'on a besoin de déployer tous ces moyens financiers-là pour aller travailler pour une corporation? Et vous allez voir, ceux qui ont été élus la dernière fois, qu'ils nous fassent le point de ce qu'ils ont pu faire pour améliorer les choses à la HAC. Ils vont là-bas, ils sont noyés par les... Ils le feront au cours de la campagne électorale. Non, ils sont noyés. Je veux que vous me dites, qu'est-ce qui n'a pas marché pour que la HAC aujourd'hui sollicite l'expertise de la Sénat? Mais oui, c'est parce que entre confrères, candidats, on ne se fait pas confiance. Moi, la dernière fois où les gens sont allés voter, j'ai vu ce qui s'est passé sur le terrain. Je suis allé voter, ils ne se font pas confiance. On a colporté les méthodes des hommes politiques au niveau de la HAC. Et puis, on dit fraude, on dit liste électorale qui n'est pas juste. Et puis, maintenant, on dit aux politiques, on se bat, venez nous séparer. Très bien, l'homme politique, il a son choix. Il va accompagner son candidat et son candidat sera élu tranquillement et nous serons là en train de nous égosier pour dire, nous sommes des professionnels des médias, alors que le journaliste ouvre l'argent pour faire la campagne qu'il fait là. Tu es journaliste de la presse écrite et puis tu invites les gens, vous dépensez énormément. Tu trouves l'argent où? Une fois que tu as pris l'argent d'un homme politique pour faire la campagne, pour être élu, arriver là-bas, tu feras sa volonté, rien que sa volonté, tu n'as rien à dire. Tu avales ta carte de presse et tu fais sa volonté. Tu avales ta carte de presse et tu fais sa volonté. Distel Moussou, ça fait marrer, apparemment. Oui, moi je rigole un peu parce que simplement, le Béninois, il est d'abord Béninois avant de devenir journaliste et puis devenir politicien. Et je ne vois pas très bien le cloisonnement entre le journaliste aujourd'hui et le politicien. Donc du coup, si l'État met son argent quelque part, il est regardant. Voyez-vous, donc si on demande à la Sénat, n'est-ce pas, de venir regarder les choses de près, c'est parce que peut-être pour fréquenter, enfin pour avoir pour habitude de fréquenter trop les hommes politiques, les journalistes ont commencé par copier les pratiques qui ont cours dans le milieu politique, c'est-à-dire achat de conscience, bourrage d'urnes, falsification d'attributs de vote, les tronqués.
Alors, si on retrouve tout ça là dans le milieu de la presse, je dis il vaut mieux en rigoler. Non, il va falloir révolutionner cette affaire-là. Il va falloir que les jeunes générations pensent à leur avenir. Regardez, aujourd'hui, nous n'avons plus de ministère de la communication. Et je dis, est-ce que vous avez vu les fêtiers est-ce que vous avez vu les fêtiers vent debout contre cela? Non, le ministre allait au rôle là, à avaler le ministère, à manger la feuille. Et puis ça s'est arrêté là. Non. Il va falloir que ceux qui s'appellent aujourd'hui journalistes se prennent au sérieux. Moi, j'ai cessé d'être journaliste il y a un quart de siècle. Je vous le dis. Ceux qui pensent qu'ils vont se faire appeler journalistes, qu'ils soient dignes et fiers de leur corporation, et regarder le pouvoir politique en face et dire « Mon métier est sacré. Vous n'allez pas faire ça. » Et rester vent debout pour la dignité de cette corporation que nous leur avons léguée. Mais voilà. Alors, pour le compte du 9 juin prochain, que faut-il faire pour faire sainement les choses au point où on n'en arrive pas à nous reprocher ce qu'on reproche aux politiciens? Alors, je vais être sévère en disant que chacun retourne à son éducation de base et que chacun se comporte dignement, en citoyen digne, et en béninois correct, avant d'être un journaliste correct, et qu'ils aillent voter pour qui ils veulent et que le meilleur gagne pour le bien de la corporation. Moi, je ne sais pas. Alphonse Poissoudé? Oui, que le meilleur gagne, c'est tellement que ceux qui sont bons, qui n'ont pas les moyens, ne passeront pas. Bon, c'est malheureux. On a besoin d'avoir là-bas les meilleurs des meilleurs, malheureusement. Vous voulez me dire que les gens s'endettent aussi pour faire la campagne? Ben oui, parce qu'on sait que là-bas, à la fin, on gagne des millions, il faut rembourser ses dettes. Parce que quand je vois l'argent que les gens dépensent sur le terrain, honnêtement, un journaliste ne peut pas avoir ça. Parfois, les journalistes ont du mal à joindre les deux bouts, mais quand vous voyez des gens, pendant la campagne, peut-être un restaurant dans lequel tu n'es jamais allé manger, on te dit qu'il y a rencontre là, vous mangez, vous buvez, et puis si vous voulez, on paye votre déplacement. Ça, c'est quel pays ça? Ou un journaliste... Vous avez été une fois à cette invitation, vous? J'étais à Porto-Novo, à Radio Ozana, la radio de l'église. J'ai fini mon émission, je rentrais, j'ai vu un grand coin là, j'ai vu plein de gens, j'ai vu des confrères, je me suis arrêté pour les saluer. Vous faites quoi là? Nous sommes en pleine campagne, notre candidat nous reçoit. J'ai dit, putain, ça veut dire quoi ça? Ouais. J'ai dit, mais votre candidat vous reçoit, c'est qu'elle a fait ça. Bon, moi, j'ai continué mon chemin parce que... Moi, j'ai bien envie de me faire inviter aussi. Il fallait rentrer sur Cotonou et depuis ce j'ai compris que quand on invite des journalistes dans un grand coin pour venir manger et boire parce que il est votre candidat, arrivé là-bas, n'attendez pas de lui qu'il fasse des miracles. Hein. Il ne peut pas faire des miracles. On peut faire la campagne, pas forcément à la manière des hommes politiques. C'est-à-dire que vos compétences doivent parler pour vous. On vous a vu sur le terrain. Vous êtes sûr qu'au Bénin, on va faire la campagne, pas forcément comme les hommes politiques? Non, c'est pourquoi je suis d'accord avec Distel quand il parle de révolutionner. Quelle était l'idée première qui animait les pères fondateurs de cette institution? Il faut revoir ça. Mais malheureusement, cette relation institutionnelle entre les deux organes, ça ne marche pas. Le journaliste, tout le monde devient communicant. Et puis parce qu'on dit être journaliste... Il y a un autre point. Pendant ce temps, il y a d'autres qui se battent. Très rapidement. Oui, il y en a qui se battent au niveau des partis politiques pour se faire désigner par l'Assemblée. Parce que n'oubliez pas, l'Assemblée désigne, le gouvernement... L'exécutif également. L'exécutif désigne. Donc, pendant ce temps, que d'autres s'endettent, vendent leur maison, pour essayer de corrompre, n'est-ce pas, les autres confrères. D'autres sont en train de faire les couloirs chez les hommes politiques, chez les présidents de partis politiques, pour se faire nommer par l'Assemblée ou par le chef de l'État. Par l'exécutif. Alors, je trouve tout ça bien dommage. Il va falloir vraiment révolutionner. Merci. Quand vous faites les couloirs comme ça, personne ne vous respecte. Merci Alphonse Moïse Soudé, Distel Amoussou, dans ce studio sur Radio Cotonou. L'émission c'est Actu Débat. Bienvenue aux amis auditeurs qui nous ont rejoints entre-temps. Troisième sujet à évoquer dans cette émission. Troisième sujet qui va nous amener sur le continent, juste derrière ceci.
Actu et débat. Alors, l'ancien président Laurent Gbagbo a été investi, vous le savez, candidat du PPACI au scrutin de 2015, sauf qu'il demeure inéligible, ayant été radié d'une liste électorale à la suite d'une condamnation par la justice ivoirienne. Je nous propose de suivre rapidement cet extrait et nous revenons juste derrière en studio. Le président Laurent Gbagbo est notre candidat. Je répète une dernière fois, du haut de cette tribune, en 2025, le président Laurent Gbagbo est notre candidat. Alors, il faut continuer à implanter le parti. Il faut que d'ici la fin de cette année, on ait fini l'implantation. Il faut que d'ici la fin de cette année, on ait achevé l'élection des secrétaires généraux de comité de base, l'élection des secrétaires de section. Le président Laurent Gbagbo à l'instant, précédé du secrétaire général du PPACI. Distel Amonsou, candidature de Laurent Gbagbo, malgré sa condamnation, des patates chaudes entre les mains d'Alassane Ouattara. Lorsque le 10 mai dernier, j'ai écouté cette annonce, je dis ça y est, le président Laurent Gbagbo entame son dernier combat. Combat qui va l'amener à soigner son héritage, l'héritage de son image, de sa vie, à sa progéniture. Il a été condamné dans un dossier infamant à 20 ans d'emprisonnement. Il n'a pas purgé sa peine, il a été gracié. Mais cette grâce l'empêche, n'est-ce pas, l'amène à perdre tous ses droits civiques. Mais il engage, avec sa nouvelle formation politique, l'ultime combat pour soigner son image. C'est un combat des rapports de force pour forcer la main certainement au pouvoir de Alassane Ouattara pour obtenir son amnistie. C'est le seul moyen pour lui de laisser à sa progéniture l'image d'un pépé saint, d'un pépé délié de tout lien de justice, de mauvaise image. Voyez-vous, il s'est engagé dans ce combat. Est-ce qu'il va y parvenir? Est-ce que cela va se faire? Parce que son statut pénal ne lui permet quand même pas d'être candidat, mais il enclenche le combat à 20 mois des élections. À 20 mois des élections, est-ce qu'il va y parvenir? C'est un challenge. C'est un véritable challenge. Je vais vous reposer la question tout à l'heure. Alphonse Moïse Soubé, une manière pour Laurent Gbagbo, comme le dit Distel Amonsou, de se refaire son image? Ah oui, on n'a pas permis à Laurent Gbagbo d'exercer convenablement le pouvoir. Donc il revient pour réparer les torts qu'on lui a causés. C'est vrai qu'il sait très bien qu'il a été retiré de la liste électorale, mais il va se battre. Il va, et pour lui c'est une façon de restaurer la démocratie ivoirienne. Vous savez très bien le combat qui a eu lieu entre Gbagbo et Alassane Ouattara. Vous savez ce qui s'est passé. Et puis bon, finalement c'est Ouattara qui est passé. Mais aujourd'hui, Gbagbo revient sur la scène. Gbagbo, en réalité, c'est le chouchou des Ivoiriens, parce qu'on a vu sous Mfouet, c'était le seul qui avait le courage de combattre Mfouet jusqu'à ce que Mfouet ne meure. Bon, aujourd'hui, il s'engage sur le terrain. C'est un challenge très fort avec les Oufouettistes, représentés par Ouattara, qui déjà a des problèmes pour préparer sa succession. Aujourd'hui, les éléments de Gbagbo savent qu'ils vont forcer la main à la sénégalaise, quoi. On finira par dire il est éligible et il sera élu. Il fera son dernier mandat. Il va réhabiliter son image. Il va réhabiliter la démocratie ivoirienne. Il va préparer un successeur. Parce qu'aujourd'hui, quand vous regardez en Côte d'Ivoire, c'est la difficulté de ces grands hommes-là. Il n'a pas pu jusqu'à sa mort. HKB voulait toujours être candidat. Il n'était pas prêt à laisser le pouvoir parce qu'il estimait qu'il n'avait pas suffisamment joui du pouvoir. Donc aujourd'hui, Gbagbo revient sur la scène, non seulement pour
laver son honneur, restaurer la démocratie ivoirienne et préparer sa succession à partir des jeunes militants de son parti. Alors, entre aujourd'hui, déclaration de candidature, et demain, peut-être, comme vous le dites, où on finira par dire qu'il est candidat sur la liste, il y a du chemin. Dissel Amosso, comment va-t-il y parvenir? C'est vrai que le PPACI a saisi le Premier ministre actuel pour évoquer cette préoccupation-là, mais il y a du chemin. Comment c'est possible? Oui, je vous l'ai dit, c'est une affaire de rapport de force et j'espère que cela ne va pas emporter la stabilité des Ivoiriens, cela ne va pas entacher la sécurité du peuple ivoirien, cela ne va pas entacher la cohésion de la nation ivoirienne et je crois que l'Afrique a fort à faire par rapport à l'instauration de la réelle démocratie et à l'instauration des attributs de la démocratie. Car en réalité, ce qui se fabrique aujourd'hui, et le cas du Sénégal nous renseigne suffisamment, il y a aujourd'hui une prédominance qui se cède au rapport de force et finalement, les plus forts peuvent contrôler les institutions au détriment de la raison et de la logique juridique. Et ça, c'est quelque chose que j'observe et je souhaiterais que cela ne soit pas, que cela ne devienne une pratique, n'est-ce pas, pour les peuples africains. C'est votre mot de la fin. Alphonse Moïse Soulé, 30 secondes. Je crains un nouveau cycle de violence en Côte d'Ivoire. Je crains parce que les éléments de Gbagbo, c'est non négociable. Les candidats seront candidats. Donc si le gouvernement s'entête à ne pas lui restituer ses droits, vous voyez ce que ça va donner. Parce que derrière Gbagbo, il y a un monde fou. Gbagbo, c'est le gars aimé des Ivoiriens. Donc je crains, il faut prier pour que c'est... Parce que s'il y a un nouveau cycle de violence en Côte d'Ivoire, c'est que ce pays-là n'aura pas facilement la paix. Merci Alphonse Moïse Soudé. Je rappelle que vous êtes invité sur Actu et Débat de ce jeudi. Vous étiez avec Distel Amoussou dans ce studio. Alphonse Moïse Soudé, journaliste. Distel Amoussou, consultant média. Merci infiniment à vous tous. Nous avions évoqué la levée provisoire de la mesure d'interdiction d'embarquement du pétrole nigérien, et les élections professionnelles à la haute autorité de l'audiovisuel et la communication également, et bien évidemment la candidature de Laurent Gbagbo à la présidentielle de 2025 en Côte d'Ivoire. Merci à mes auditeurs de nous avoir suivis sur Actu et Débat de ce jour. Merci à Patrice Bédia à la mise en onde, Job Chikpe également, à toute l'équipe qui m'accompagne. Brice Bill a étudié à la présentation. Bonsoir et à bientôt.